Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre la santé au cœur de leurs priorités. Alors dans cet épisode, mon invitée est Caroline van der Meren. Caroline, je l'ai découverte par hasard à travers ces petits billets sarcastico-critico-éducatif sur les chiffres de cette pandémie, chiffres qui étaient bien utiles à être analysés par cette spécialiste du risque, cette spécialiste des données statistiques, justement pour avoir travaillé dans une entreprise pharmaceutique pendant plus de 10 ans, dans l'analyse justement d'un tas d'informations, et donc avoir quelqu'un qui pouvait partager et analyser pour moi, qui suis effectivement avec une éducation scientifique, mais loin de pouvoir analyser ce genre d'études, eh bien, ça permettait d'y voir un peu plus clair. Vous allez découvrir justement dans cette interview la carrière, le parcours de Caroline, comment elle est venue à entrevoir sa santé différemment, de faire le lien entre justement ses capacités cognitives et justement sa santé physique. Elle va également partager avec nous quelques conseils vraiment très utiles pour chaque entrepreneur, chaque indépendant, chaque coach qui veut mettre sa santé au cœur même de ses priorités. D'ici notre prochaine interview, je vous souhaite une très très bonne écoute et surtout prenez soin de vous. Eh bien bonjour Caroline, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour, bon, je vais assez bien. Voilà, aujourd'hui, c'était une bonne journée. Moi, j'ai passé une bonne journée. Je me suis Ah bien bah amusée. écoute, on va essayer de bien la terminer de ton côté, on est déjà peut-être en début de soirée, milieu de soirée là en Belgique. Et je vais en profiter, puisque nous sommes au 36e épisode de ce podcast, de remercier, en fait, de te remercier d'être parmi nous pour cette interview et de remercier par la même occasion tous ces intervenants qui sont des entrepreneurs qui ont mis leur santé au cœur de leurs priorités et qui ont pris le temps de m'accorder cette interview. Alors parfois on ne se connaît pas, parfois j'ai interviewé des personnes que je connaissais un peu mieux, mais en tout cas j'ai aussi cette petite, pas appréhension, mais quand je ne connais pas l'invité, le fait d'avoir préparé notre interview à l'avance en te posant quelques questions qui peuvent aujourd'hui être considérées comme le secret médical, hein, puisqu'on va parler de ta santé, la manière dont tu as géré ta forme physique durant ta carrière, eh bien, je trouve ça vraiment un honneur pour moi de pouvoir échanger. Et je trouve découvrir justement comme ça le parcours et la carrière de différents intervenants, en tout cas très, très inspirant pour moi. Et donc, si tu le permets, on peut commencer par revoir un petit peu quelques moments clés de ta carrière. Avec plaisir. Bien. Alors, tu as eu justement la gentillesse de partager avec moi quelques événements, et donc tu as eu une aventure d'enfant et d'adolescente, eh bien, agrémentée d'angines, de végétation, de bobos à gauche, à droite, de bras cassés, d'égratignures, qui étaient gérées par ta maman vraiment de manière très, je dirais, classique à l'ancienne. Quand il y a un bobo, ben, on va voir le médecin. Quand il n'y a plus de bobo, ben, on continue. Mais en tout cas, on voit aussi, puisque plus tard dans cet échange, tu me dis qu'aujourd'hui, tu préfères quand même plus les fruits et les légumes que les viennoiseries et les sodas. C'est-à-dire que cette éducation un peu classique bah, t'a permis aujourd'hui d'avoir quand même certaines bases, hein, puisqu'on sait que toutes nos habitudes de l'enfance ont quand même une grande influence sur nos comportements plus tard. Et tu es arrivé finalement à l'UCL, à l'Université catholique de Louvain, pour un bachelier, un master et un PhD. C'est comme ça un peu qu'on te connaît aujourd'hui dans les différents médias. Alors en bio-ingénierie, en biologie industrielle, en microbiologie, en biochimie, en biotechnologie. Et c'est durant ces années à l'université, tu me disais que tu avais découvert les bienfaits du sport, les bobos aussi du sport. Tu t'étais mis de manière assez assidue au stretching. Et en même temps, tu as pu découvrir, et ce sera l'occasion de faire te poser une première question, tu as pu découvrir aussi l'impact de la fatigue, du stress, des carences sur la capacité à se concentrer, à mémoriser,
plus tard dans tes études, tu as vécu ou expérimenté la mononucléose et tu as pu sentir l'impact de la fatigue sur la gestion émotionnelle, ce qu'on oublie souvent, hein, certaines personnes vont encore faire la différence entre l'énergie physique et puis les émotions et puis l'énergie mentale. Ma première question serait, est-ce que à ce moment-là, tu as eu durant cette période universitaire, tu t'es rendu compte de l'importance de ta santé physique sur tes capacités mentales, ou est-ce que, parce que visiblement, je ne sais pas, dans ton enfance, tu ne m'as pas beaucoup parlé d'activités sportives, donc est-ce que ces différents événements t'ont permis de te rendre compte de cette relation, ou est-ce que c'est beaucoup plus tard, on en parlera dans ta carrière, que tu as réellement ressenti ce lien entre la forme physique et tes capacités intellectuelles et émotionnelles? Alors, je pense que j'ai toujours fait du sport, mais je faisais du sport parce que j'aimais bien me dépenser, parce C'est ça. que j'avais besoin de bouger, etc. Donc, quand j'étais jeune, je faisais du sport sans y penser. Et je vais dire, j'ai fait de l'équitation, je me suis, enfin, je me suis tordu le poignet, j'ai eu des trucs, mais ça me marquait pas. Je veux dire, c'était, Hmm. voilà, j'étais comme les jeunes et les ados, où finalement on se rend compte que on fait des trucs où, quand on y repense, quand on est adulte, on se demande comment on a survécu à notre enfance. Et finalement, il y a quelque chose de, je trouve que repenser à l'insouciance quand on est enfant, finalement, c'est réjouissant, parce qu'on se dit, si on savait ce qu'on est en train de risquer, on le ferait pas, et finalement on Ouais. raterait pas beaucoup de choses. Et finalement, y repenser, je trouve, quand on est adulte, ça permet aussi de se dire que quand on est adulte, on a tendance un peu à trop focaliser sur les risques, que Hmm. finalement, quand on repense à l'enfance, on n'a pas eu tellement de problèmes dans une grosse majorité des cas, alors que finalement on aurait pu avoir si on prenait les idées. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée à l'université, je vais dire, je pense la première année à l'université a été une année où j'ai eu une première prise de conscience, parce que ça a été une année compliquée. J'ai commencé en médecine, et en Belgique, l'année où j'ai commencé, on a introduit le numerus clausus. Hmm. Ça a créé une drôle d'ambiance, ça mettait un stress supplémentaire, parce que non seulement il y avait l'obligation de réussir, mais en plus il fallait essayer de réussir le mieux parce qu'il y avait des quotas, enfin bref. Hmm. Je me suis retrouvée à la fin de la première session de juin, à un examen sur un sujet que je maîtrisais, etc., à être devant le prof. Je me souviens, il faisait 26, 27 degrés au mois de juin, ce qui en Belgique est une très bonne température. J'étais frigorifiée, j'arrivais pas, j'arrive devant l'examen, j'arrivais à rien faire. J'étais comme si je venais de démarrer et de découvrir la matière. Ça a été un plantage complet. Je suis revenue chez moi, j'ai dit à ma mère, ça va pas, on est allé chez le médecin. J'avais des carences en fer, en magnésium, et une deuxième session du coup à passer, et pas moyen de me concentrer. Et alors, c'est très rigolo, parce que je me suis retrouvée avec un médecin traitant très sympa qui m'a prescrit des médicaments qu'on prescrit en gériatrie, pour aider les. Donc, dedans, il y a des oligo-éléments et des choses, Ouais, c'est etc. Je veux ça. dire, mais c'est quelque chose qu'on prescrit en gériatrie pour aider les personnes au niveau de la concentration. Alors, ça a été. Faut se mettre un peu dans l'idée. J'avais 18 ans, j'allais sur mes 19 ans à l'époque, et je me retrouve avec un médicament pour Pour les les aînés. personnes âgées, Oui, c'est ça. avec des compléments pour gérer la carence, et avec une deuxième session à gérer. Donc, ça a été une année compliquée. La fin de l'année était compliquée. Mhm. Ça a été d'abord un premier choc avec, mon Dieu, mais j'ai 18 ans et je ne suis pas infaillible. Oui, c'est ça. Parce que tu Voilà. t'étais concentré exclusivement sur cette première année qui, j'imagine, était faite de nuits blanches d'études intenses. Ben, c'était sincèrement non. Alors, je ne saurais pas expliquer. Je pense que c'était vraiment du stress, parce C'est que ça. c'était pas, j'étais pas, je suis pas une étudiante de la nuit. Mhm. Quand j'étudie, c'est assez étonnant. Alors, quand j'étudie, parce que quand j'étudie pas, j'étudie pas. Et là, j'ai fait beaucoup la fête quand j'étais étudiante, mais quand j'étudiais, j'avais un rythme très structuré. C'est-à-dire que c'était vraiment, les journées étaient organisées Ouais. avec. Alors, c'était intense, hein, mais c'était pas. Et je pense que c'était vraiment
le stress, C'est ça. vraiment, le stress accumulé pendant l'année avec toute cette pression, le truc, les nouveautés, à se demander comment ça allait, est-ce que j'avais fait le bon choix? Et quelque part, ce stress T'as a, épuisé. a fini par épuiser Ouais. parce que j'étais chez mes parents cette année-là, donc j'ai mangé le soir chez mes parents, je veux dire, donc j'avais pas une alimentation particulièrement déséquilibrée. Il n'y avait rien vraiment à part le stress qui pouvait expliquer vraiment cette grosse carence et cette grosse chute C'est de ça. tout. Voilà, ça a lâché. Et ça a été plein de leçons. J'ai passé voilà, j'ai repris le dessus, et j'ai passé mes examens, j'ai réussi mon année et j'ai changé. Donc je suis pas, voilà, une année comme ça, je me suis dit, je Plus me vois jamais. pas faire, je me vois pas faire 7 ans, 8 ans d'études comme ça. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter la faculté de bio-ingénierie à Louvain-la-Neuve. Et je suis arrivée dans cette faculté, je vais dire, je me souviens, le jour où j'y suis allée un peu à contre-cœur. Je sortais de ma deuxième session, j'étais fatiguée, j'avais pas envie qu'on me parle de tout ça. Ma mère m'a un peu forcé la main, elle serait contente que je le dise. Certainement. Et on s'est retrouvés toutes les deux là-bas. Et je suis arrivée sur le site et je me suis dit, ah, c'est chouette ici. On rencontre un étudiant, on lui demande le chemin et on a quelqu'un d'absolument radieux et souriant qui nous dit, ah bah oui, avec plaisir, mais je vais vous aider, je vais vous conduire jusque-là. Alors là, déjà, je venais d'une faculté de médecine où les gens étaient plutôt stressés et pas vraiment enclins à aider personne. Ouais. Et subitement, je me retrouve avec quelqu'un qui s'arrête, qui dévie son chemin pour vous amener jusque là où vous voulez. Alors déjà, vous êtes là, un peu interloqué. Et là, je me suis retrouvée dans le bureau du professeur du fait, qui, là-dessus, on a eu une discussion et il était vraiment, mais super engageant. À dire mais il n'y a pas de problème, bien sûr, on va trouver des solutions, tu es la bienvenue, montre un peu qu'est-ce que tu as eu comme cours, on va voir si on sait faire des équivalences, parce que ce n'était pas tout à fait forcément une première candidate de médecine, une première candidate de bio-ingénieur, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est des sciences tous les deux, donc il y a des Ouais. points communs. Et je suis sortie de là, mais je me souviens d'une espèce d'état d'euphorie en me disant mais je veux être ici, je veux rester C'est là, ça. je ne veux plus partir. Et la deuxième année, finalement, à l'université n'a pas nécessairement été plus simple que la première parce que il y a le changement, il y a Ouais. une espèce de forme d'échec, même si en fait, je n'avais pas raté mon année. C'est pas gai de devoir. C'est la première fois où on est Mm. confronté à des grosses difficultés, en tout cas dans mon cas. Hein, je dois reconnaître que jusque-là, tout avait coulé de source et puis subitement, ça ne coulait pas. Mais vraiment, là, je me suis retrouvée pas du tout dans la même ambiance, pas du tout portée par les mêmes choses, et j'ai vraiment adoré. Et c'est aussi là que j'ai découvert, parce que l'UCL, l'offre en termes de sport, en termes de plein de Mhm. choses, est beaucoup plus vaste. Oui, et c'est un campus qui est facile pour ça, hein, en tant qu'étudiant. Voilà. Et donc, je me suis fait des copines, on est allé au sport, j'ai découvert le stretching. Alors, le stretching, ça reste quelque chose, je veux dire, je suis encore à la recherche de cours de stretching parce que c'est pas si facile que ça à trouver. On fait du stretching, on le voit beaucoup en fin d'exercice. Or, je trouve que le stretching est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Faire Clairement. 1 heure de stretching est quelque chose qui apporte un bien-être extraordinaire, et surtout si on le fait en répétant. Et puis, à côté de ça, je me suis retrouvée en agro. Alors, il faut se rendre compte que la faculté d'agronomie, de bio-ingénieur, elle est remplie de gens qui sont des bons vivants, mais il y a des fils de fermiers, il y a des gens qui sont là, qui sont très portés sur l'écologie, sur le bio, sur l'alimentation, sur, je vais dire, l'altermondialisation. Donc, Mhm. ça a été aussi toute une prise de conscience de différentes choses et beaucoup Ouais. plus d'attention je veux dire, à l'alimentation tout en étant étudiant. Hein. Je ne vais pas prétendre qu'on mange bien quand on est étudiant, mais des choses qu'on entend et qui Un prennent autre du environnement, sens. oui. Voilà. Et bon, là, à partir de là, je veux dire, ça a été relativement, ça a été riche et assez facile, et ça a coulé de source jusque mon diplôme, hein, avec des hauts, des bas, mais pas
pas de choses notables. Et puis, j'ai fait ma thèse. Et là, je me suis effectivement trouvée au milieu de la deuxième année de thèse avec d'un coup de nouveau une période où il y a rien qui va. C'est-à-dire, je ne m'y sentais pas, il y avait des trucs qui n'allaient pas, je ne me sentais pas bien et j'arrivais pas à me lever, c'était au forceps, j'avais pas envie d'aller, et je sentais un truc qui n'allait pas. Et à un moment donné, mon promoteur de thèse, enfin celui qui m'encadrait, je lui dis, écoute, j'avais une expérience prévue en collaboration avec un laboratoire de Paris. Je lui dis, écoute, je fais ce qu'il faut, je fais le machin, je vais leur conduire les échantillons. Et puis, quand ils ont les échantillons, je prends 2 semaines de congé. Il me regarde et je lui dis, voilà, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de réfléchir. Je suis épuisée, j'en peux plus, j'arrive pas, je me sens pas bien. Et j'ai besoin de réfléchir et quand je reviens, on parle. Ben, bon. Il me fait, OK, ben, écoute, on va faire comme ça. Voilà. Et, et je vais dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai pris 2 semaines où j'ai mordu sur ma chic pour que tout soit prêt. Et puis, le jour où je suis revenue, j'avais été déposer mes échantillons à Paris, j'ai passé la journée là-bas, puis je suis rentrée. Le lendemain, je suis allée chez le médecin et je lui explique, et là, elle me fait, écoutez, j'ai l'impression que vous avez, soit vous avez un épuisement qui amène un petit effet, je vais dire, Ras-le-bol un symptôme dépressif, non ouais. Il commençait donc là, voilà, là subitement, on me sort le mot dépression, le truc qui sort un peu de nulle part, où on croit que ça ne touche que les autres. Et elle m'a dit, mais non, du coup, vous avez peut-être une espèce de syndrome dépressif qui fait que vous êtes fatigué, qui fait que vous avez, et elle dit, ou alors c'est un syndrome, une espèce de dépression qui fait que vous êtes fatigué, qui fait que vous êtes déprimé, qui fait que vous êtes fatigué. Elle dit, dans tous les cas, il y a une espèce de boucle négative qui s'entretient. On va vous faire une prise de sang et puis effectivement, vous avez bien fait de prendre congé. On va voir un peu ce qu'on peut faire pour vous. Et voilà. Et là, elle me fait la prise de sang. Moi, j'ai passé la première semaine, je me souviens, il avait neigé. J'ai été faire une marche. Alors, j'étais épuisée. J'ai été faire une marche de 45 minutes à Louvain-la-Neuve dans la neige parce que j'avais besoin. J'avais les larmes qui coulaient. Il y avait le truc. Et ça m'a fait... j'ai passé la première semaine à quelque part souffler, vider, prendre du recul, réfléchir, me reposer beaucoup. Et puis, du coup, la deuxième semaine, ça a été, OK, maintenant, on ne va pas continuer comme ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et la boucle, ça revenait, quoi. Je veux dire, je pense, je m'étais reposée, j'avais vidé mon sac, j'avais pas eu de pression, j'avais mis du recul par rapport à plein de choses. J'étais avec moi-même, je ne voyais personne, je ne voulais pas voir les gens. Et ça a été, OK, réfléchis, qu'est-ce que tu fais? Parce que finalement, il faut prendre des décisions, on ne va pas rester comme ça. Tu fais la thèse, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Si tu décides de rester, tu sais, machin, dans quelles conditions, etc. Et la deuxième semaine, ça a vraiment été une semaine de reprise et puis de recentrage et de se dire, OK, je vais continuer. Et je le fais, je sais pourquoi je le fais. Je sais que ce n'est pas ma vocation, que je ne ferai pas de la recherche toute ma vie. J'y mets l'énergie que j'y mets, j'en profite parce que l'université, c'est plein d'autres opportunités. Donc, je vais m'engager. J'ai été déléguée syndicale, j'ai été représentante des chercheurs dans des organes divers jusqu'à me retrouver au conseil académique en dernière année. Enfin, je me suis engagée dans plein de choses. J'ai déménagé. Je suis allée habiter à Bruxelles, donc j'habitais à Louvain-la-Neuve, à 10 minutes du laboratoire, ce qui fait que j'étais chez moi, quand j'étais le soir chez moi, à 9h du soir, je me disais, si j'avais lancé ça, je gagnerais un jour de travail. Et puis, je me suis rendu compte que ça allait prendre que 5 minutes. Non, ça prenait toujours 2-3 heures. C'est ça. Et alors, j'ai déménagé à Bruxelles. Bah, là, ce n'était pas compliqué. À Bruxelles, si je me disais, si j'avais fait ça, je gagnerais une journée, bah, tant pis. Je ne la gagnerais pas parce que de toute façon, je ne sais pas revenir jusqu'au laboratoire. Donc, et ça, c'est toute une démarche comme ça de remise en perspective. Et alors, c'est moi, ce que j'en ai retenu, vraiment, c'est que fondamentalement, le contexte n'avait pas changé entre avant et après. Le contexte, il n'avait pas changé, mais ma façon d'appréhender ma thèse, ma relation à toute une série de choses
Elle avait changé, j'étais là parce que je l'avais choisi en toute connaissance de cause, en prenant le temps d'y penser, en sachant pourquoi je le faisais, en ayant une date, c'est-à-dire que je le faisais jusqu'à la fin de la thèse, pas plus, et ce serait comme ça. Et subitement, c'était plus du tout la même chose en termes d'énergie, de motivation, de choses, tout passait bien. Ce qui fait que j'ai beaucoup rigolé quand le médecin m'a donné les résultats de la prise de sang en me disant « Ah bah oui, vous avez... » Mais elle me l'a donné genre 6 mois après, je ne sais pas ce qui s'est passé. On avait fait une prise de sang pour voir s'il y avait une cause de fatigue. physiologique. Voilà, et puis elle a reçu les résultats, elle n'a pas pensé à me les donner. Quand je suis passée la voir pour je ne sais plus quoi, elle me dit « Ah oui, vous aviez votre prise de sang, vous aviez eu la mononucléose. » J'ai Ben regardé, je voilà. fais « Ah, bah voilà, vous me l'apprenez. » Elle me dit « Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Ah bah c'était pour ça que vous étiez fatiguée alors. » Ben voilà. Je dis « Ben voilà, ça fait une voilà. » Et tu avais donc finalement, de manière très intuitive, changé ton environnement, comme tu le disais, pour être dans de meilleures conditions et finalement faire en sorte que la mononucléose puisse s'éliminer petit à petit sans avoir trop d'impact, parce que tu as pu terminer ta thèse dans les temps et reprendre un travail efficace. Et j'irai même un petit peu plus loin, parce que j'ai remarqué une petite anecdote dans ton CV sur LinkedIn, c'est qu'en 2005, tu as aussi reçu une distinction pour une meilleure présentation scientifique. Et c'est la même année que tu me dis avoir débuté le sport avec des collègues au laboratoire. Donc je me dis, toi qui aimes les chiffres, ce serait l'occasion de voir, tiens, la relation entre le démarrage d'une activité sportive et une distinction en tant que meilleur scientifique de l'année. En tout cas, pour moi, en tant que spécialiste de la santé et du bien-être, je trouvais ça assez remarquable d'avoir la même année débuté une activité en groupe sportif et une distinction scientifique. C'est pour la petite anecdote, mais je trouvais ça suffisamment intéressant pour le faire remarquer. Et puis en 2007, tu démarres alors à ce moment-là une carrière un peu différente puisque tu te lances dans le monde pharmaceutique, dans une entreprise très connue en Belgique qui est GSK, dans laquelle tu vas rester 11 ans, avec toute une série de postes que j'ai dû un petit peu traduire pour un néophyte comme moi. Hein. Donc parce que quand je regardais un petit peu tous les titres, je me dis, je me demande ce qui se cache derrière tous ces titres. Mais donc, tu faisais beaucoup de management de données, d'analyse de qualité, analyse de risque, pour finir par faire du coaching de performance. C'est ça, en gros, tes 11 ans chez GSK. En résumé, j'ai bien résumé? C'est assez, voilà, c'est pas mal, effectivement, c'est pas mal résumé, Pour les avec gens qui... beaucoup, ouais, avec beaucoup de la gestion aussi d'équipes pluridisciplinaires Oui, et en mode matriciel. c'est Alors, ça. Mon mode matriciel, ça veut dire que tu vas prendre un maximum d'informations de tous ces différents départements, de toutes ces équipes, pour en faire quelque chose de commun. en mode matriciel, ça veut dire qu'il n'y a pas il y a pas de relation avec hiérarchie. Donc, OK. j'ai été responsable d'une équipe. Alors là, dans un mode hiérarchie, c'est-à-dire qu'il il y a vraiment le fait d'avoir la position Oui, et en même temps de devoir gérer l'équipe. En mode matriciel, c'est quand chacun a son rôle dans une équipe et qu'il n'y a pas de relation hiérarchique. c'est Donc, il n'y a ça. pas quelqu'un, je veux dire, même s'il y en a un qui est project manager, il n'a pas de légitimité hiérarchique pour venir obliger les gens. Donc, il y a une nécessité de beaucoup plus travailler sur la relation aux Oui, autres en se disant que finalement, ce que chacun donne, ça dépend de la qualité de l'engagement et de la motivation c'est qu'on ça. arrive à avoir des gens dans l'équipe, sachant que ils sont rarement sur un sujet en même Oui, temps. Et je pense que ça m'a beaucoup appris aussi, oui, pas sur la santé, mais un peu quand même sur être attentif parfois à des réactions des gens, à l'impact de comment je peux être ou de comment je dis les choses, même si parfois je peux choisir d'être un peu cash. Je oui, veux dire, ces années d'expérience, ça m'a amené à faire la part des choses entre quand je choisis d'être cash oui. Et quand je choisis de faire plus attention à l'autre, à l'impact sur lui, etc. Et aussi à l'état des personnes. Je veux dire, c'est j'ai ça. géré une équipe, j'ai quelqu'un dans mon équipe à un moment donné. Je veux dire, et aussi, j'ai travaillé beaucoup avec les gens parce que finalement, je perçois pas tout, donc je suis toujours très à l'écoute de ce que les gens me disent, qui était
quelqu'un dans mon équipe qui était quelqu'un de très performant, je veux dire, qui était quelqu'un qui spontanément était très débrouillard, etc. Et puis à un moment donné, ça n'allait pas. Il y avait plein d'erreurs dans ce qu'il faisait, etc. C'est les autres qui sont venus me dire, écoute, il faudrait que tu discutes avec lui parce que c'est pas pour l'enfoncer, mais il y a un truc qui va pas. Et on a récupéré plusieurs de ses erreurs, donc il n'y a pas, t'inquiète pas, tout est sous contrôle jusque-là, mais ça vaudrait la peine que tu en discutes avec lui. Et il se trouve, voilà, je vais pas dire, mais il avait dans sa vie à ce moment-là quelque chose je vais dire, qui pesait sur le moral, sur son sommeil, sur le stress, ça faisait des tensions, etc. Ce qui fait que c'était compliqué de rester focalisé, etc. Et en fait, on a discuté, je veux dire vraiment sans s'apesantir sur la chose, en disant, OK, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, voilà, il faut que chacun fasse son truc, mais comment est-ce qu'on peut trouver tous ensemble des solutions pour que le temps que tu gères, toi, cette situation personnelle, eh bien, tu n'as pas à gérer la pression de te dire que tu es rassuré parce qu'il y a quelque chose derrière qui fait qu'on fait une vérification et on s'assure que si jamais il y a des couacs, il y a quelqu'un qui est là qui peut assurer qu'on ne voit pas des choses erronées à l'extérieur. Ça t'enlèvera une pression par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut aussi te faciliter la vie? Comment est-ce qu'on peut éventuellement redistribuer les tâches? Et en fait, ça a été aussi quelque chose qui m'a beaucoup appris parce que c'était pas grand-chose. Au niveau de l'équipe, je veux dire, ça n'a pas changé grand-chose et finalement, il a continué à faire la même chose quasiment qu'avant. Mais le fait d'avoir cette impression comme ça, d'avoir une espèce de bulle de sécurité, c'est-à-dire que l'erreur était possible, il n'y avait pas d'impact ni pour lui ni pour l'extérieur, eh bien, ça lui a donné une possibilité de souffler et de manière assez amusante, il n'a plus fait d'erreur. Mais voilà. Parce qu'il était dans un environnement où voilà, il y avait plus serein, plus sécurisant. Voilà, il n'avait pas plusieurs sources de stress à gérer finalement. Il avait ce qu'il est capable de faire intellectuellement, il pouvait le faire, sachant que quelqu'un pouvait récupérer si jamais il avait été distrait par la partie émotionnelle, qui finalement, c'est ce qui est notre talon d'Achille. Bien souvent, les erreurs, on ne les fait pas parce qu'on est incompétent ou parce qu'on manque de compétences, mais parce qu'on a un élément qui vient émotionnel, qui vient perturber finalement notre travail. Donc ça reste quand même pour moi cette vision de la santé qui est très globale et qui, j'espère, avec justement ce podcast où j'invite des gens d'horizons totalement différents qui me partagent leur vision de la santé, permet à chacun et à chacune en tant qu'entrepreneur et dirigeant de pouvoir trouver de l'inspiration dans ce qu'on partage. Et du coup, toi, tu as beaucoup appris au niveau humain durant ces 11-12 ans, mais également avec beaucoup de leçons personnelles, puisque tu as eu beaucoup de stress qui t'a permis justement de fixer tes propres limites. Tu as également découvert le sens de l'authenticité et de retrouver un peu de sens dans ce que toi, tu voulais mettre comme, j'imagine, énergie dans ton travail pour finalement, en 2019, tu me disais avoir eu beaucoup de fatigue, avoir eu un moment où tu as dû mettre les choses à plat pour pouvoir récupérer et petit à petit partir vers une activité beaucoup plus, je dirais, personnelle. Est-ce que, puisque je t'ai découvert avec ton profil public, on y reviendra sur la gestion de la crise depuis 2 ans, et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, parce que j'ai fait des études scientifiques, mais je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas connaisseur dans l'analyse des données et en statistique. Ça fait il y a longtemps que je n'ai plus fait de statistiques, donc ça faisait du bien de pouvoir décrypter ça avec toi, ou en tout cas grâce à toi. Mais est-ce que ton changement de carrière, quitter, je dirais, le confort d'un emploi où tu avais plus de 10 ans d'expérience, avec beaucoup d'apprentissage, est-ce que tu as pris cette décision avec une analyse rationnelle de tous les points positifs et négatifs, de tout ce que tu pourrais gagner ou perdre en changeant ton statut d'employé indépendante, ou est-ce que c'était plutôt un gut feeling, comme on dit, un besoin irrésistible de changer pour trouver ton équilibre, ou alors est-ce que tu as fait la part des deux quand tu as pris cette décision? Alors, pour faire très rapidement le part sur le stress, etc., je vais dire, je voudrais quand même dire, parce que je trouve que parfois les gens ont l'impression que c'est facile et que ça tombe parce que c'est facile d'en parler après coup et ça a l'air d'être. Exactement. Moi, je dis, j'ai appris plein de choses par toutes les fois où je suis allée très, très loin au fond du trou.
Ouais. Je veux dire, j'ai appris à mettre mes limites parce que je me suis retrouvée à y avoir été au-delà de mes limites une année, à avoir perdu 10 kilos en 4 mois. Et à me rendre compte que c'était pas gérable, je pouvais pas y aller, je pouvais pas aller plus loin. Je veux dire, plus Mhm. loin, c'était justement plus loin, c'était médicalisation, Voilà, etc. exactement. Euh, j'ai plusieurs passages comme ça. C'est une espèce de truc, de mouvement cyclique où par moment, quand j'ai oublié ou que j'ai arrêté de m'écouter ou qu'il y a des choses où j'ai arrêté de faire attention à certaines choses, eh bien, je suis toujours allée trop loin. Alors, Mhm. soit sur un aspect physique, soit sur ce que je pensais être capable, et donc l'authenticité. Je vais dire, à un moment donné, dans une grosse entreprise, j'ai écouté ce qu'on me disait et j'ai essayé de rentrer dans un moule, et un moule qui ne me convenait pas. Mhm. Et quand j'ai essayé de rentrer dans ce moule, il n'y a plus rien qui allait. Je veux dire, enfin, ça, c'est pas que ça n'allait pas vraiment du tout, mais au départ, je suis arrivée chez GSK, j'ai été moi, je vais dire, voilà, avec mes défauts, mes trucs, toute la naïveté possible, et ça a très bien fonctionné. Et quand j'ai essayé d'être autrement que comme j'étais, ça a fonctionné nettement moins bien. Mhm. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, jusqu'à en arriver à un point où je me suis retrouvée à pleurer de rage sur le site de GSK. Alors, il n'y a personne qui m'a vue, donc il y a des gens qui vont peut-être le découvrir. C'était de la rage, de l'impuissance, de dire, mais c'est pas possible, enfin, comment c'est possible que je Ouais. n'arrive pas, que je n'y arrive plus? Et à prendre vraiment du temps et me dire, mais je me suis perdue. Pourquoi je n'y arrive plus? Parce que je n'y crois pas, parce que je ne crois pas à ce que j'essaie de faire, parce que je ne suis pas convaincue, du coup, j'ai plus l'envie. Donc, je ne peux pas être convaincante puisque je n'essaye même pas de convaincre, je fais juste le taf qu'on me C'est ça. demande en essayant d'appliquer les recettes et puis basta. Et si ça passe pas, je m'en fous. Mais là, ton Euh, expertise, elle était toujours là. Donc, intellectuellement, tu pouvais produire le travail, mais mais ça, émotionnellement, et ton être ne pouvait plus s'exprimer. Et donc, pour toi, ça n'était plus du bon travail. voilà. Et alors, ce que j'essaie de dire qui est compliqué à expliquer, c'est que c'est pas toujours facile pour les gens de se rendre compte que si je dois dire qui est responsable de ça, c'est d'abord moi. La Mhm. première personne qui a mis la pression et je veux dire, qui m'a obligée ou qui a essayé de m'obliger à changer, c'est moi. Mhm. Alors oui, bien sûr, il y a des gens autour qui m'ont dit ça serait bien, ça serait Mhm. mieux, ça serait ceci, mais il n'y a personne qui m'a mis vraiment de cases. J'aurais pu rester moi-même, j'ai pu rester moi-même sur d'autres domaines, etc., parce qu'on n'arrive jamais à être pas du tout soi-même. Mais la personne qui s'est mis le plus la pression, c'était moi. Et quand je me suis rendu compte de ça, là aussi, hein, je suis passée par une période de rage en me disant, mais j'aurais bien, je me serais flagellée si j'avais pu. Et puis, ça a été salvateur parce que je me suis dit, OK, 360, on change, enfin, 180 degrés, on va revenir sur le truc. Et non, là, moi, je peux plus. Et donc, à partir de maintenant, je vais être moi. Et si on n'aime pas, on n'aime pas. Et si ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins, je serai en paix. Ouais. Rester quand même encore un petit peu. Et puis, à un moment donné, ça passait plus. Alors, ça passait plus. Il y avait une distorsion. Mhm. Voilà. Moi, j'étais moi, puis j'en avais rien à foutre. Donc, je veux dire, il y avait les processus d'évaluation de la performance. En fait, rien à foutre. Sauf qu'à un moment donné, c'est quand même désagréable. Donc, effectivement, en fait, intrinsèquement, j'en avais rien à foutre. Mais je savais bien que pour la firme, c'était pas tout à fait la même chose que si moi, j'en m'en foutais. Pour elle, c'était une façon de. Et donc, à un moment donné, ça crée une tension. Et là, j'ai un peu tapé du poing sur la table en disant, OK, c'est bon, maintenant, il y en a marre, là, parce que... Mhm. et donc, voilà. Et donc, grosso modo, c'est assez rigolo. C'est assez compliqué, donc je n'ai pas expliqué comment j'ai quitté GSK, mais ça s'est résumé à, j'ai dit, moi, il est hors de question que je continue à travailler dans ces conditions. C'est ça. Quand on dit ça, il y a deux solutions, hein. Ah Soit on oui. arrête de travailler, soit on change les conditions. C'était moi, moi, j'étais pas maître des conditions. Je suis partie. Donc, finalement, je suis partie après une phase de négociation, on va dire. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui venait de ton ressenti quand tu as décidé, tu n'aurais plus pu continuer à continuer dans cette situation-là, même si tu avais analysé le risque, le bénéfice-risque entre le fait de quitter un emploi sécurisant et d'aller vers l'inconnu. J'aurais pas pu. Alors, je vais dire, j'aurais pas su à ce moment-là dire exactement et être très claire. Donc, je dois avoir été assez brouillonne pour les personnes qui étaient en face.
c'était difficile d'expliquer qu'est-ce qui était plus possible. Mais j'aurais pas pu continuer. Je veux dire, d'une façon ou d'une autre, il fallait que ça change radicalement parce que je ne le suis. C'est subitement. Voilà, c'est comme une bouteille. Vous êtes arrivé à la dernière goutte. La dernière goutte, c'est celle qui fait que c'est rempli. C'est ça. Plus, vous ne pouvez pas. Et ça peut être difficile pour les gens en face de comprendre pourquoi quelque chose qui peut paraître anodin par rapport à plein d'autres choses qui ont précédé, subitement, c'est trop. Ça y est, La goutte, c'est tout à rempli. fait. C'est rempli. Plus je ne pouvais pas, il fallait que ça change. Et je vais dire, j'ai eu la chance, et je reconnais, hein, donc comme je dis, c'est une séparation qui a été pas nécessairement plaisante, mais qui s'est faite dans des conditions qui ne sont pas celles de tout le monde, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir prendre du temps pour moi derrière, d'avoir aussi un accompagnement par une société de coaching, etc. Et je suis passée, ça aussi c'est quelque chose de très bizarre à ressentir parce que j'appelle une phase de décompression. Alors, ce n'est pas une dépression, parce qu'il y a des gens qui font des dépressions quand ils quittent leur travail, mais je n'étais pas du tout déprimée, je n'étais pas triste, je n'étais pas machin, j'étais lessivée. Oui, c'est ça. C'est l'élastique qui se relâche. C'est ça. Et là, je me suis vraiment rendu compte, encore une fois, qu'on sous-estime l'impact du stress auquel on est habitué et qu'on porte au quotidien. Et donc, c'est notre normalité. Exactement. Le jour où ça s'envole d'un coup, on a une espèce d'épuisement qui s'installe comme ça et on a besoin, enfin, on n'en peut plus. Et c'est très perturbant parce qu'on ne comprend pas, parce que subitement, on a du temps, on dort bien, on a le machin, on n'a plus le stress et on n'a jamais été aussi épuisé qu'à ce moment-là. Et moi, je tiens à dire, ça ne dure pas longtemps. Parce que la grosse différence avec une dépression, c'est que c'est vraiment un espèce de mouvement compensatoire, mais qui passe très vite parce qu'en fait, c'est vraiment le temps de l'élastique revient à sa place et voilà. Pour charger un peu les batteries et de se retrouver. Contrairement à une dépression où c'est quelque chose qui creuse et qui s'emballe et où il faut aider à remonter, moi j'appelle ça une décompression parce que c'est vraiment la pression qu'on enlève, quoi. Tout à fait. Et là, je suis passée par une phase de questionnement. Donc, j'avais envie de faire autre chose, je ne savais pas exactement quoi, j'avais le machin, donc je me suis retrouvée à rencontrer des gens, à discuter, à hésiter. Et d'ailleurs, de manière assez rigolote, ma coach, j'avais reçu des propositions pour des postes en interne. Et puis, je suis venue une fois à une de nos séances de coaching et je lui dis, écoute, c'est quand même bizarre, hein, tu sais, ces trucs-là, je me rends compte, c'est intéressant ce qu'ils proposent et tout. Et puis, du coup, je me rends compte que je réponds, je passe l'interview. Mais en fait, j'ai presque l'impression que je réponds pour qu'ils me refusent. Et je lui dis, pour pas donner une mauvaise impression, mais en même temps, ça m'arrange bien qu'ils me disent non. Et là, tu sais, elle me regarde en rigolant, elle me dit, ok, en fait, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ça. Et elle m'a dit, à un moment donné, tu sais, si tu n'as pas envie de le faire, n'y va pas. Elle dit, ça sert à rien, ni de perdre ton temps, ni ceux des autres, etc. Et là aussi, ça a été un déclic, c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Elle n'imagine pas comment une phrase dans une discussion, tout à fait, ça m'est resté en tête, c'est une espèce de leitmotiv permanent. Si je ne le sens pas, si j'ai pas envie, je veux dire, ne perds ni ton temps, ni celui des autres, n'y va pas. Et depuis, donc ça va faire 3 ans que je fonctionne comme ça. Il y a des trucs, j'ai envie, je ne sais pas encore comment je vais le faire, je ne suis pas sûre que j'ai le temps de le faire, mais j'ai envie, j'y vais, je trouverai un moyen, et puis sinon, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais les trucs où je ne le sens pas, je ne le sens pas. Je ne suis pas obligée de savoir pourquoi. Je ne le sens pas, j'y vais. Et quand tu le sens, tu mettras, voilà, comme tu dis, les éléments nécessaires pour y arriver. Et puis, et tu iras jusqu'où le projet ou l'expérience peut t'amener et t'enrichir finalement. Voilà, exactement.
Et donc ça a été le début vraiment de mon parcours d'indépendante. D'indépendante. Et du coup, j'aurais une dernière question avant de venir un petit peu sur tes habitudes aujourd'hui, justement, en tant qu'indépendante. C'est qu'on est en mars 2020, on est en début d'un premier confinement, quelque chose on n'a pas connu jusque-là auparavant. Je ne sais plus exactement à quelle période j'ai croisé tes premières analyses de chiffres sur ce qui nous arrivait. Mais tu vois, de ton côté, tu as lancé de plus en plus justement d'analyse de la situation au niveau des statistiques, au niveau de ce qui se passait réellement avec cette épidémie, cette pandémie, via ton profil public, parce qu'on n'est même pas encore amis, j'ai vu ça, hein, que je pouvais te suivre facilement sans être ami sur Facebook, ce qui est quand même incroyable aujourd'hui. Mais est-ce que pour toi, ça a été un moyen d'exprimer une certaine frustration par rapport à ce que tu observais? Est-ce que ça faisait partie finalement pas d'un échappatoire, mais d'un moyen d'expression par rapport à la situation pour ta santé à toi? Et où est-ce que tu as reçu en parallèle, depuis que tu as lancé ces analyses, des personnes qui te disaient que ça leur faisait du bien d'avoir l'analyse de chiffres, parce que comme je te le disais tout à l'heure, même avec des bases en sciences, et je continue à étudier beaucoup et à regarder certaines études dans mon domaine, c'est vrai que les études au niveau de l'épidémiologie, je ne suis pas du tout connaisseur, ça faisait du bien de pouvoir lire une analyse logique, concrète de ce qui se passait, parce que ça rassure aussi, parce qu'on a été quand même dans les premiers mois dans une période assez anxiogène. Donc toi, de ton côté, comment tu es passé justement à l'expression sur Facebook, alors que tu avais l'habitude d'écrire des articles scientifiques et des analyses pour finalement des experts? Alors, je vais faire un tout petit... je vais passer à l'été 2020 et puis je reviendrai au début. En l'été 2020, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui me lisaient. Alors, je ne sais pas comment les gens sont arrivés à me lire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ceci. Ouais. Mais je sais qu'à l'été 2020, grosso modo, j'ai dit aux gens, je dis merci d'être dans ma thérapie de groupe. Ouais. Je dis parce que voilà, et c'est vraiment un point où effectivement j'ai toujours eu conscience, enfin j'ai toujours, il y a une partie dans le fait d'écrire qui Ouais. est le fait de ne pas rester avec des choses et de prendre le temps, je veux dire, le fait d'avoir des sujets, des questions qui m'interpellent ou des gens qui me posent des questions qui m'interpellent, de chercher les informations, de les structurer et puis de les rendre, quelque part, pour ma santé mentale, pour le machin et pour mon équilibre, ça a été très salvateur. C'est très salvateur parce que ça permettait de déposer les choses et de ne pas rester avec des choses qui traînaient dans ma tête et une frustration. Alors, si je reviens au tout début du confinement, c'était pas vraiment ça. Ça, c'est venu au fur et à mesure. On va dire que bon an, mal an, alors il y en a qui regretteront peut-être, et tant pis pour eux. Voilà. Je me suis retrouvée par hasard au tout début du confinement entre deux missions. Et moi, j'étais en pleine forme, hein. J'étais au début de mon truc, je sortais d'une mission, je m'étais vraiment bien amusée, c'était chouette, j'avais des bonnes discussions, j'étais en négociation pour une autre mission. Et puis, annonce du confinement, bam, me voilà chez moi, toutes les missions de consultance annulées partout. Et je me retrouve avec ma fille à la maison, il faisait bon, etc. Et là, du coup, j'ai prêté attention. Et là, du coup, j'ai entendu ce qu'on disait. Je veux dire, j'avais du temps, donc j'entendais. D'habitude, j'entends rien et je ne suis absolument rien de l'actualité. Et là, je me suis retrouvée à entendre ce qu'ils disaient. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais quelle horreur! Ils vont paniquer les gens, c'est super anxiogène. Et j'ai du temps, du coup, hein, puisque j'étais chez moi. Je vais me lancer dans un truc où je vais présenter les informations autrement pour amener un contre-message positif. Je veux dire, voilà, ça touchera qui ça touchera. L'objectif, c'est, moi, ça me fait une fenêtre sur l'extérieur, parce que du coup, je n'étais jamais sur Facebook, mais j'étais comme tout le monde enfermée à ma maison, ce qui fait que ça devenait une espèce c'était ma fenêtre de contact avec le monde hors de ma maison. Tout à fait. Et en même temps, c'était une façon de jeter à la mer des bouteilles comme ça, en se disant, voilà, j'apporte ma petite graine et j'essaie d'amener une contre-anxiété. Enfin, c'était vraiment, l'objectif était d'être contre-anxieux. Voilà. C'était vraiment ça. Il y a des gens qui m'ont reproché d'être parfois, de ne pas insister sur certaines choses. Je revendique et j'assume.
Ouais. Mon objectif a toujours été d'être contre-anxiogène Ouais. sur tous les sujets. Donc, c'est-à-dire que ce soit sur les effets secondaires des vaccins, j'en parle très peu parce Ouais. que je trouve qu'en parler, ça renforce l'effet anxiogène. Je ne Ouais. vois pas l'intérêt de venir mettre voilà. Et pareil, les décomptes de morts, enfin le truc quotidien Mhm. où on vous compte à goutte et où vous avez le compteur qui décompte, enfin Ouais, vous ouais. aviez. J'étais là, je dis, mais quelle horreur, mais enfin, si on faisait ça et qu'on commençait à dire aux gens tous les jours toutes les minutes, combien de gens sont morts, de n'importe quoi, mais ils Plus sortiront. personne ne sort. Hein. Et alors, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, je sais pas, via, ça a pris une ampleur qui a dépassé, je vais dire. Oui, après, voilà, j'ai parfois un caractère, ça va faire rire des gens, doux et accommodant, hein, donc il y a des moments On comme ça écoute. fuse d'un coup, il y a un truc qui me fait réagir, ça part, il n'y a pas de réflexion derrière, ça vient du fond, ça doit sortir, ça va sortir, ce qui fait que j'ai fait une carte blanche fin avril Oui. 2020. Oui. Elle est sortie, mais d'un trait, je l'ai envoyée pomme à un journal. Dans le quart d'heure, ils m'ont répondu en me demandant s'ils pouvaient la publier. J'ai fait, bien sûr, allez-y, voilà. Et alors, ça a été un truc, je veux dire, moi, j'ai été la première surprise de voir comme elle a été lue, distribuée, partagée, machin, etc. J'étais là. Moi, j'avais eu besoin d'exprimer quelque chose. C'était sorti d'un trait. J'avais Oui. même pas lu ce que j'avais écrit. Je l'avais balancé et c'était parti. Et là, je m'étais dit, ouh là là, Oui. Qu'est-ce que ça va donner? ça peut partir vachement vite. Et de nouveau, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent me reprocher, hein, et ils auraient raison d'une certaine façon d'être parfois un petit peu rentre dedans, cache, et puis je dis les trucs, ça sort, c'est pas toujours bien dit, c'est pas toujours correct, c'est pas toujours. Il y a l'émotion, l'humeur du jour passe dedans, Mhm. etc. Il y a des gens que ça dérange, et moi, je n'arrête pas de dire aux gens, je dis si ça vous dérange, je vous oblige pas à rester. Mais c'est vraiment aussi cette somme d'expérience à force et aussi sur les 10 mois de se rendre compte que si j'essaye d'écrire autre chose que ce que j'ai envie d'écrire et de la raison pour laquelle ça me vient comme ça, et si je me déconnecte de l'émotion, et si c'est une mauvaise journée, ça va se sentir. Oui, c'est ça. Mais on a grâce à ça, l'émotion et le ton que tu donnes, ça c'est la forme, mais le fond est toujours avec des références, avec une analyse précise des chiffres et des risques, et comme tu l'as présenté il y a un instant, toujours pour donner le contre-exemple anxiogène. Et donc c'est quand même, oui, la forme peut peut-être déranger, mais le fond est toujours bien référencé, analysé, et donc ça permet justement à tous ceux qui ne savent pas le faire parce qu'il y a tellement d'informations. Et pour préparer justement cette interview, je suis tombé sur une analyse où tu dis que quand les données sont mauvaises, revoyons un petit peu ce que l'histoire nous a appris. Mais voilà, ce sont des démarches qui devraient être apprises justement à l'école ou aux plus jeunes pour pouvoir se débrouiller avec toutes ces informations-là. Parce qu'en 2 ans, clairement, je ne sais pas ce qui a été partagé en dehors de tes posts. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais de manière générale dans les médias, c'était uniquement anxiogène de jour en jour, de semaine, de mois en mois. Et finalement, 2 ans après, ça reste toujours un petit peu anxiogène. Et donc, ça n'aide pas à cette santé mentale dont on va parler dans un instant. Mais je trouvais qu'effectivement, tes messages, jusqu'au dernier avec Elon Musk ou non, le dernier, c'était pas sur Elmon, mais ça permet justement, quelque part, d'avoir une information que l'on sait être cohérente avec ce petit ton, je dirais, de émotionnel et humain derrière un message, je dirais, statistique ou analytique. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Oui, alors il y a ça, il y a aussi le fait, c'est ce que je dis, c'est quelque part j'embarque les gens dans mon cheminement intérieur, c'est-à-dire qu'il y a Mhm. quelque chose, alors peut-être ça peut aider aussi des indépendants, c'est souvent derrière quand j'ai l'air d'être, quand je vais vraiment creuser un sujet ou quand je suis un peu acerbe ou que je vais être sarcastique, c'est qu'il y a eu un truc qui m'a dérangé. Je veux dire, Mhm. j'ai eu un moment de colère, il y a eu un truc qui m'a énervé ou il y a un truc qui m'a attristé. Et j'ai eu besoin de creuser. Pourquoi? C'est-à-dire que
comme tout le monde, cette sensation, cette émotion, elle est là, elle est passée, je vais dire, on ne peut pas la contrôler, mais après, une fois que ça s'éteint un tout petit peu, et donc je pense qu'il faut arriver à la laisser s'éteindre un tout petit peu, c'est d'arriver à se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a ceci? Ouais. Et du coup, dans le pourquoi, moi, j'ai besoin d'aller creuser, d'aller chercher, et puis de remettre une structure, et puis de la rendre, je veux dire, le fait de la rendre et de la donner aux gens, avec le fond de l'émotion et toute l'histoire derrière, finalement, je raconte aux gens. Finalement, je raconte, je passe, ça fait 2 ans que je raconte. Ouais. Je raconte plein de trucs. Tout à fait. Et voilà, et puis il y en a qui pourront dire de temps en temps, je me la raconte parce que ça me fait rire aussi. Mais oui, je raconte la façon dont l'information voilà, est rentrée, ce que ça a généré et ce que j'en ai ressorti, et puis je le partage, et puis ça part, et c'est voilà, des bouteilles à la mer, Mais voilà, et je pense que c'est vraiment important dans le concept de la santé que j'essaie de partager avec mes coachés, et dans la manière dont je leur amène la santé, j'essaie de leur faire comprendre un minimum comment leur corps fonctionne. Parce que c'est bien de dire, ben voilà, il faut boire de l'eau, mais pourquoi il faut boire de l'eau régulièrement? Ben voilà, et boire de l'eau ne suffit pas. Donc, je leur explique, même s'ils ne doivent pas devenir spécialistes de l'hydratation, mais au moins qu'ils sachent pourquoi ils doivent consommer de l'eau et qu'est-ce qu'on va en tirer comme bénéfice. Et à ce même titre, quand tu nous donnes une information analytique d'une situation qui nous dépasse parce qu'il y a des chiffres partout, parce qu'il y a des numéros de morts qui défilent et on ne sait plus faire la différence entre les cas positifs, les cas contacts, les décès, les hospitalisations, on se mélange partout. Finalement, quel chiffre il faut regarder pour voir si ça va mieux ou pas? Et donc moi, je pense que ça aide énormément d'avoir une analyse logique, que chacun puisse après, évidemment, prendre comme on dit maintenant, une expression qui est très à la mode, une réflexion éclairée sur la situation, pour au moins avoir une information, je dirais, et prendre sa propre décision. Donc, je pense que c'est intéressant de revenir sur cet élément-là. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert je dirais ton profil. Et quand j'ai dit à mon épouse qui avait repris des études en psychologie à Louvain-la-Neuve avant qu'on ne parte au Canada, que j'allais t'interviewer, lui dire ah génial parce que ça m'intéresse vraiment, et elle te suit aussi avec beaucoup d'attention, et elle qui a replongé dans les cours de statistiques intenses en étant en psychologie, elle retrouvait une analyse claire, nette, sereine, et pour pouvoir sortir un petit peu de tous les chiffres qu'on a eus pendant 2 ans. Du coup, je vais passer maintenant un petit peu à ce que tu pourrais, je dirais, partager pour tes routines, puisque tu l'as dit en partageant cette interview. Hein. Aujourd'hui, tu es consultante indépendante en management. Et donc, 2020-2021 ont été des années très difficiles pour toi, avec beaucoup de stress, de frustration, d'amertume, mais également d'échanges, de partage et d'optimisme. Comment alors aujourd'hui gardes-tu la forme, toi, en tant qu'indépendante, consultante, avec des missions et puis des intermissions? Quelles sont un peu tes routines aujourd'hui? Tu m'as dit que tu avais un chien et que tu faisais beaucoup de balades, que tu faisais beaucoup de bricolage, mais de manière générale, dans tous les domaines, qu'est-ce qui te permet de garder aujourd'hui la sérénité et l'énergie et la forme pour pouvoir être à chaque mission au top de ta forme? Alors, je pense, là aussi, je crois qu'il faut pouvoir, pour tout le monde, avoir un peu l'humilité de dire, je ne crois pas je crois pas qu'il y ait grand monde qui puisse dire qu'il a réussi à être au top de la forme les 2 dernières années en permanence. Hein. Donc, la routine depuis 2 ans, c'est plutôt une séquence de choses qui viennent où on se dit, à ce moment-ci, j'ai besoin de faire plutôt un peu plus ça. Donc, j'ai eu des moments où j'ai eu besoin d'aller faire effectivement des balades tous les jours. Ça aurait pu être 2 fois par jour. Puis, il y a eu des moments où, même si aller se promener, c'est bien, et faire du sport, j'ai eu des moments où j'ai eu besoin d'être plus dans de l'introversion, de chez moi, de me poser, d'être plus, je vais dire, protégée de l'extérieur. Et voilà. Et je pense je crois qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'on, dans des situations comme on a vécu ici, on ne peut pas être en même temps en train de tout gérer. On ne peut pas être sur le physique, gérer son alimentation, son hydratation, son état psychologique, son interaction aux autres, la gestion de ses émotions. Je pense qu'il faut se rendre compte que ça fait trop. Et donc, finalement, il faut pouvoir un petit peu être tolérant d'abord par rapport à soi-même et bienveillant, et se dire que
l'important, c'est d'essayer d'être à chaque fois sur des trucs en se disant j'ai besoin, voilà, c'est quoi mon besoin principal pour le moment? Alors, je vais dire, par exemple, voilà, moi j'ai eu des moments, le fait d'être indépendant, ça m'a donné la possibilité d'avoir, j'avais besoin, le fait que j'avais des moments où j'avais besoin comme ça d'interagir, de faire des trucs, donc je travaillais en même temps, je faisais les choses le soir, les gens me disaient quand est-ce que vous dormez, etc. Je vais dire, c'était pas si faux que ça. Mais en même temps, il y avait quelque chose derrière, il y avait une énergie, il y avait quelque chose de créateur là C'est ça. derrière, et mon travail me plaisait bien, donc finalement, c'était très chouette. Mais à un moment donné, effectivement, ça devenait trop. Donc, heureusement, comme je suis indépendante, ça m'a permis de choisir, d'avoir des moments de pause, Ouais. des moments où j'ai décidé de ne pas travailler. J'ai aussi eu la chance de pouvoir faire des missions où j'ai pu avoir des temps partiels. Ce qui fait que ça me permettait, voilà, et c'est vraiment le point, c'est de dire, je sens que ça commence à être de trop. Mhm. Et si j'arrive pas à trouver une petite bouée à un moment, ça va péter. Et Et qu'est-ce qui te permet de sentir quand tu arrives un petit peu à la limite, avant d'arriver à cette dernière goutte que tu as déjà sentie une première fois à l'université, une deuxième fois chez GSK, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de ne pas aller au-delà de cette dernière goutte? alors, il y a plusieurs choses, hein, je pense. Donc, avec le temps, il y a des indicateurs. Donc, je sais que quand je commence à tirer un peu trop sur la corde et à être stressée, j'ai tendance à avoir les épaules qui tirent, Mhm. les machins. Je veux dire, ça va être aussi au niveau de la digestion. Je vais avoir beaucoup plus, je vais me sentir moins bien au niveau du ventre, etc. Je vais me sentir lourde. Je vais être beaucoup plus vite énervée. Je vais me rendre compte que la colère monte beaucoup plus Mhm. vite. Je suis plus impatiente, je suis moins tolérante. Et ça, c'est des choses. Alors, il faut peut-être 2, 3, 4 répétitions ou que quelqu'un qui me connaît me dise tu t'énerves un peu. Je vais m'énerver quand il me dit ça, hein, et C'est une bonne fois. soyez sûr que celui qui me dit ça et qui me connaît, il sait bien que derrière, ça va pas être accepté, clair, machin. Mais voilà, c'est pas non plus très agressif. Mais en général, dans la foulée, c'est un signal et je me dis, ah non, là, il y a un truc qui va pas. On va lever un peu, on C'est prend ça. un peu de temps, Et là, tu lèves le pied. réfléchit et on va refocaliser, on va remettre la priorité là où il faut. Et ça peut être très radical, hein. Je vais dire, je peux être, alors je reconnais et je ne recommande pas nécessairement à tout le monde de faire comme moi parce qu'il faut pouvoir le faire, hein. Je veux dire, je peux être très radicale, j'assume très bien, je peux changer de direction mais ça me va très bien, C'est je le ça. vis très bien. Tu le vis Et très bien parce que tu as appris justement à retrouver cette authenticité que tu avais dû retrouver dans ta oui, période chez et puis GSK. je pense il y a des tempéraments plus doux qui ont besoin Mhm. de prendre des virages voilà, plus doux. Donc je pense que si on a un tempérament plus doux, il ne faut pas non plus se faire violence. Mhm. Il faut savoir, il ne faut pas claquer la porte parce qu'on a le regret de le faire derrière. Moi, je peux claquer la porte, j'ai aucun regret derrière, hein. Je suis partie, je suis au bout de la rue, je ne pense même plus à ce qui s'est passé. Mhm. Je veux dire, mais quand on sait qu'on est quelqu'un qui est beaucoup plus, je veux dire, qui a beaucoup plus dans l'empathie, et la sympathie, etc., et Mhm. qui a beaucoup de mal, je pense qu'il faut apprendre à être à l'écoute de soi-même pour pouvoir prendre des virages plus doux. Je veux Mhm. dire, moi, je peux prendre des virages très brusques parce que je vais le faire en dents de scie et c'est finalement quelque chose qui me correspond bien avec mon caractère, Mhm. mais je ne recommanderais pas à tout le monde de le faire. Parce qu'il y a des gens ils vont se faire mal. Il ne faut pas Oui, se faire mal c'est ça. Il à faut soi-même. pouvoir trouver justement ce qu'on a besoin dans ces moments-là, tout en se respectant et pas spécialement dire, ben voilà, il faut exprimer sa colère, donc je vais exprimer ma colère. Non, il faut pouvoir trouver justement le meilleur moyen pour trouver son équilibre. C'est ce que tu as recherché justement en 2022. Tu me disais que c'était vraiment un objectif après ces 2 années de trouver ton équilibre au niveau professionnel, au niveau personnel, de ce qui te convient et comment gérer finalement les énergies dont tu me parles au niveau intensité, créativité, moment de pause et moment d'action, puisque quand on est dans une mission, j'imagine que il faut être, tu as un temps bien spécifique pour la terminer, donc il y a quand même de la pression, mais tu peux te permettre d'avoir entre les missions
des périodes plus ou moins, hein, j'imagine que tu ne gères pas totalement le temps, mais que tu as quand même une plus grande liberté à ce niveau-là. Alors, je ne suis pas totalement maître, hein, parce que Mhm. je ne dis pas maintenant ça démarre, maintenant ça Voilà. s'arrête. Mais Sinon, je je pense peux que tu auras beaucoup d'emails qui vont arriver pour savoir comment tu fais. Donc, c'est pas comme ça, mais c'est plutôt de définir des plages et de se dire, voilà, je n'ai pas envie de commencer avant telle date. Mm. Voilà, ici, par exemple, vraiment, début de cette année, j'ai eu besoin, sur différentes choses, de souffler, mais là, vraiment, de souffler très fort. Je suis passée par une Mhm. phase, vraiment, où je voulais plus entendre les trucs, je voulais plus voir les gens, je voulais plus rien savoir, je voulais plus... Euh, et ça a vraiment été, j'ai dit, je me rendais compte, j'ai fait beaucoup du coup, j'ai fait beaucoup de chipoterie. Là, j'ai fait du bricolage, j'ai fait des machins, j'ai réfléchi à réorganiser des choses chez moi, alors qu'ils sont encore en cours, mais qui ne sont pas encore tout à fait réorganisés. Mais il fallait que je pense, comment est-ce que j'allais Mhm. mettre ça, qu'est-ce que je voulais changer, il fallait que je réorganise, il fallait que faut que mon environnement se range, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça aussi, quand le désordre me dérange, C'est c'est que que c'est le moment de changer. Quand il y a du désordre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand le désordre me dérange, il faut le faire parce que sinon, c'est aussi un indicateur. un indicateur. L'environnement. Oui. Et puis, donc j'avais dit à tout le monde, je veux pas travailler avant le 15 février. Alors, il y en a qui ont essayé, oui, mais si j'ai une super mission qui commence, j'ai dit non, pas avant le 15 février. Alors là, il faut se mettre les barrières. Mm. J'avais décidé pas avant le 15 février, c'était pas avant le 15 février, point. Mhm. Et ça passe très bien, hein, je vais dire bien, c'est de bonne guerre que derrière, on essaie de voir. Et Mhm. peut-être quand même, ça pourrait pas se négocier un mi-temps du 1er février au 15 février. Je dis non, ce ne sera Non. pas avant le 15 février. Ouais. Et finalement, j'ai pas commencé au 15 février. C'est pas ça, c'était pas grave parce que je savais bien qu'en disant que je voulais pas travailler avant le 15 février, ça allait peut-être reporter ça début mars, voilà. Et puis finalement, ça s'est fait. J'ai recommencé à travailler fin mars. Mais alors ça s'est fait très vite et c'est une mission qui est très intense. Et en même temps, comme je dis, comme j'avais besoin de prendre ce recul et que j'ai été très très fort dans du multimodal, je vais dire, avec les valeurs Mhm. qui étaient très présentes et qui étaient très heurtées de temps en temps, avec énormément d'échanges émotionnels avec les gens, ce qui est parfois qui peut être très épuisant Mhm. et qui prend de l'énergie et qui j'avais ici besoin de quelque chose de plus concret, Mhm. quelque chose qui est beaucoup plus dans le technique, enfin sur le Ouais. métier, dans la pratique, les choses, c'est régulier, c'est un horaire régulier, c'est standard. Je suis avec des gens, alors c'est assez rigolo parce que j'ai été en working pendant presque 2 ans, et donc c'était aussi ça. Je suis avec des Ouais. gens, on fait des trucs ensemble, même si chacun est un petit peu et travaille sur son sujet, on travaille ensemble, on est sur une ambiance il n'y a pas de il n'y a pas énormément de contraintes et de gestion. Il n'y a pas du tout de gestion du changement, par exemple, Mhm. parce que j'aime Mhm. bien faire la gestion du changement, mais là, il n'y en a pas du tout. Et Ouais. c'est très bien. Ça La enlève gestion du une ouais, changement, ça demande énormément, il faut beaucoup d'énergie. d'énergie Oui. pour faire de l'accompagnement du changement. Quand on ne l'a pas, il ne faut pas le faire. Mm. Parce Mm. qu'on risque surtout de faire foirer le changement, c'est tout. Je veux dire, Tout à fait. là, il y a... C'est Voilà. c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est deux éléments sur lesquels j'insiste énormément en coaching, c'est que chacun puisse trouver son propre rythme en termes de routine sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur le trimestre. Quand est-ce qu'on a vraiment besoin de bulles d'oxygène pour pouvoir respirer? Et ce deuxième élément, c'est cette énergie du changement. Ben oui, beaucoup de personnes viennent me voir pour être en meilleure forme, mais si au départ les batteries sont à plat, il faut d'abord recharger les batteries avant de vouloir faire un changement, une transformation personnelle ou d'amener du nouveau ou que sais-je dans sa santé. Et donc, ce serait éventuellement ces conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs ou aux dirigeants ou aux indépendants aujourd'hui, c'est de trouver leur propre rythme et ces indicateurs pour la gestion du stress. Alors moi, je pense vraiment, si j'ai des conseils à dire, et je sais que c'est pas évident hein, quand on est indépendant, c'est de croire que qu'on est obligé d'être là tout le temps et que il faut pouvoir travailler plus et toujours plus parce que sinon on gagne pas de l'argent. Moi, j'ai envie de dire, je pense que euh, quand on est fatigué et qu'on fait les choses à contre-cœur, on réussit pas.
Mm. Et parfois, il vaut mieux accepter de perdre un petit peu, même si c'est angoissant, pour prendre le temps de se retrouver, de se reconcentrer, de résoudre quelque chose qui est en train de nous pourrir la vie. On ne trouve pas vraiment ce que Mhm. c'est, ou on sait ce que c'est, mais on n'y met pas le temps. Et tant pis, on va peut-être perdre, entre guillemets, un peu de l'argent pendant un moment, mais on va le gagner 3 fois parce que derrière, quand on aura dépassé ce truc-là, on va reprendre de l'énergie. Du coup, j'ai vraiment envie de dire, je pense que ce qui est, moi, de l'expérience que je vois, et je pense la crise Covid avec le confinement, dans mon lancement en indépendant, j'avais fait un plan pour me lancer où j'avais prévu un espèce de buffer, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu que ça marchait super bien du premier coup, hein. Il fallait le temps que ça se lance, il fallait machin. Alors, je n'avais pas prévu le confinement, hein, je crois que personne ne l'avait prévu. Mais par hasard, à peu de choses près, mon buffer, c'était à peu près tout ce que le confinement m'a coûté, à D'accord. peu de choses près. Il n'aurait pas fallu que je reste un mois en plus sans travailler, mais jusque-là, du coup, ça m'a enlevé un certain stress, même s'il y avait quand même ce stress de se dire, ouais, enfin bon, quand est-ce que Jusqu'où? ça Ouais, redémarre et c'est quand ça. est-ce qu'on arrête? Ça, c'était sorti. Et je crois que c'est important quand on est dans une bonne énergie et qu'on a l'envie et qu'on fait, c'est de faire attention à mettre un peu de côté Mm. pour avoir justement, un petit coussin pour pouvoir par moment s'octroyer le droit de lâcher prise et de ne pas gagner parce que c'est pas le bon moment et il vaut mieux qu'on ne fasse pas et qu'on prenne le temps pour soi plutôt que de Ouais. prendre le temps à mal faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ouais, tout à Et fait. ça, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Ça doit pas être un énorme coussin, hein, mais c'est Ouais. vraiment de se dire, au début, c'est de s'astreindre un petit peu à se faire ce petit coussin de sécurité, à le garder. Et à se dire ça, voilà, le reste, à la limite, je peux l'investir, je peux ceci, je peux ça, mais ça, c'est mon petit coussin, Mhm. et si voilà, c'est pour m'accorder 2 semaines, une semaine, quelqu'un qui va me remplacer si on est commerçant. Ouais. Je Ouais. prends quelqu'un pendant 2 semaines qui me remplace, qui fait tourner mon commerce et moi, je m'accorde du temps pour faire autre chose. J'en ai besoin, c'est le moment où j'ai besoin, que ce soit pour aller faire des formations, que ce soit pour souffler et vraiment faire rien, que ce soit pour Recharger. décaper Ouais. la maison. Euh, Oui. de faire attention à ça. Et sortir la tête du guidon, hein. C'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on a tendance à y aller sans trop de préparation. C'est ce que j'essaye, moi, effectivement, avec les indépendants et les coachs que je suis, c'est de leur donner cette énergie pour pouvoir mieux travailler, mieux se concentrer, mais avoir ce coussin, effectivement, pour justement, de temps en temps, quand l'énergie n'est plus là, lever le pied et ne pas stresser parce qu'on lève le pied, finalement. Voilà. Et une autre chose, je pense, qui est importante, alors on dit toujours il faut être bien entouré, mais je pense que ce n'est pas tellement la question, c'est d'être bien entouré, c'est de trouver des gens en qui on a suffisamment confiance que pour pouvoir être honnête et authentique. Je vais dire, moi, je connais des gens qui diront jamais à personne, tout va toujours bien, c'est toujours king, etc. Et puis un jour, ils arrivent chez vous, ils s'effondrent et c'est la cata et rien ne va, hein. On en connaît tous, je pense. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, c'est très important, surtout quand on est indépendant, parce qu'on est tout le temps en train de gérer, ou quand on est tout le temps en train de gérer, quand on est entrepreneur ou indépendant, des tas d'incertitudes. Mhm. Il n'y a jamais de certitude sur ce qu'on va faire. Donc, quelque part, il y a pas de métier plus proche de la logique de cette gestion de crise Covid que les indépendants, parce qu'eux naviguent avec l'incertitude en permanence. Un commerçant qui commande sa collection pour l'année prochaine n'a aucune certitude que ça va marcher, qu'il va la Bien vendre, sûr. que le temps, je vais dire que le temps sera bon et ce sera le bon temps justement pour pouvoir la vendre au bon moment. Il y a toujours des incertitudes, mais il faut le faire quand même. Et je pense qu'avoir trouvé et prendre le temps d'essayer de trouver des personnes et de se demander, bah tiens, et ça ne doit pas être la même personne pour tous, c'est d'avoir des Mhm. personnes avec qui on se sent libre de pouvoir être soi-même sur certains sujets et de pouvoir être pas bien quand ça va pas, Mhm. de pouvoir déposer son sac et pas se plaindre, mais de savoir qu'on va être entendu. Le fait de Ouais. le dire, en fait, c'est même pas que l'autre a nécessairement besoin de nous donner une réponse, hein. Mhm.
c'est que le fait de le dire à quelqu'un, en général, ça résout déjà 50% du problème. Mais il faut avoir... De l'avoir exprimé Voilà. tout haut. Oui, tout à fait. Et c'est aussi de se construire un petit réseau comme ça, c'est aussi important, de personnes qu'on peut appeler personnes ressources. Alors ça paraît un peu froid, mais c'est pas ressources au sens négatif, hein, c'est de se dire c'est des personnes chez qui on va se ressourcer et ça va être réciproque en général. Tout à fait. Donc, sur Et, et- certains sujets. et c'est un élément essentiel, se sentir en sécurité avec d'autres personnes pour pouvoir être authentique, pour pouvoir partager une problématique. On sait aujourd'hui que c'est un élément extrêmement important pour se ressourcer, pour stimuler ce fameux nerf vague qui vient justement sur la digestion, sur la guérison et sur le ressourcement. Parce que tant qu'on ne se sent pas en sécurité avec quelqu'un pour partager une problématique ou même parfois une bonne nouvelle, hein, parce que parfois, j'ai déjà rencontré des gens qui n'avaient pas autour d'eux suffisamment de contacts pour même exprimer une bonne nouvelle, mais ce n'est pas simple de garder une bonne nouvelle pour soi. On est vraiment des êtres sociaux, on a vraiment besoin de ce partage. Et donc ça, effectivement, c'est un bon rappel, Caroline, d'avoir cette équipe autour de nous, et comme tu le dis, pas spécialement la même personne pour déballer toutes les problématiques amoureuses, professionnelles, logistiques, comptables. À ce moment-là, ça va devenir compliqué, mais d'avoir plusieurs personnes ressources, comme tu le dis. Voilà. Et sinon, au niveau de la gestion de soi-même et du temps, je pense chacun, c'est de trouver un petit peu ses trucs et astuces. Il y a ce qu'on fait naturellement, on a tous des trucs qu'on fait naturellement. Je veux dire, voilà, chacun est différent. Je pense que naturellement, de ce que j'ai compris au fil des 2 années et des années avant, je pense que j'ai beaucoup plus de facilité que d'autres personnes à gérer le flux de mes émotions et le machin et voilà, je vais le faire plus naturellement. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup plus, je dois être beaucoup plus attentive pour gérer les aspects physiques, c'est-à-dire je vais oublier de boire, je vais être je vais être dans la réflexion, dans l'action, Là. dans ceci, je vais Mhm. oublier l'aspect physique de ma Mhm. santé. Et donc, par exemple, ici, je vais travailler, j'ai une gourde. Mhm. Parce que comme ça, je sais que ça m'oblige que comme j'ai ma gourde, je vais la boire sur la journée. Si je Mhm. dois penser à aller chercher un verre d'eau, je vais me Ça rendre marche compte pas. à 7 heures du soir que j'ai bu rien. Mhm. Et je sais que derrière, du coup, je me sens pas bien, puis que le lendemain, ça va pas aller, que je vais ceci. Ça va être, alors oui, je vais dire un truc, c'est pas très santé, mais bon, je pense que tout le monde aura compris, ceux qui suivent. Je fume, c'est pas bien, hein, mais par exemple, ici pour le moment, ça donne un truc, c'est que finalement, le côté positif, parce que ça ne veut pas dire que je pourrais le faire sans, Mhm. mais pour le moment, comme je suis dans un truc où je suis avec un horaire où c'est très cadré, c'est le machin, eh bien, je prends 2 à 3 pauses par jour pour aller fumer une cigarette. Alors du coup, comme je suis pas, je ne prends que 2 à 3 pauses, mais du coup, eh bien, je sors et je fais un tour. Et ça me fait marcher, ça m'aère, je marche, etc. Et finalement, je fume une cigarette, ça me fait un tiers du tour. Et puis, c'est pas des grandes marches, hein, je fais 15 minutes comme ça. Mhm. Mais ça me bouge, ça me secoue, je prends l'air un peu, je profite, je vois qu'il fait beau, ça me met de bonne humeur et je passe une bonne journée. Voilà, j'ai passé une bonne Tout à journée, fait. j'ai vu l'extérieur, alors que j'ai passé toute la journée dans une salle qui est en intérieur et qui est calée. Mais je suis allée marcher, j'ai fait mon petit tour, j'ai vu qu'il y avait du soleil, j'ai croisé des gens qui me font des sourires. Les gens sont très souriants. Si on veut faire, les gens sortent de 2 ans de Covid. Moi, je trouve Ah que oui, les gens ont clairement. besoin de se sourire. Ils sont réceptifs aux blagounettes, aux machins, enfin n'importe Quel que soit quoi. le niveau de la blagounette, oui, tout à fait. Tout On prend tout ce fonctionne. qui passe aujourd'hui. Tout à Les fait. gens sont ravis d'interagir à l'heure Ouais. actuelle. Je veux dire, ça Et, se sent, donc profitons-en. et c'est là qu'on voit cette importance du contact humain. Et effectivement, c'est vrai que le fait d'échanger comme ça sur un interview, alors que ben, je suis au Canada et tu es en Belgique, c'est très pratique. Mais c'est vrai que parler à un écran toute la journée, ce que je fais maintenant depuis 2 ans maintenant, c'est un peu fatigant et ça manque de peps, ça manque de, de, de perspective, on va dire, hein, ça manque de corps, on va dire. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, Relief, hein, voilà, de relief, c'est le mot que je cherchais. Ça manque beaucoup de relief. Et donc, c'est vrai que là, on s'en rend compte.
à quel point nos contacts humains sont essentiels à notre santé mentale et notre santé physique, parce qu'on ne peut pas les dissocier. En tout cas, un tout grand merci pour ta disponibilité, Caroline. Pour ceux et celles qui nous ont écoutés, qui ne te connaissent pas encore, je vais mettre les différentes articles que tu as publiés, les différentes pages blanches que tu as écrites. Aussi annoncer que le 2 juin, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce que tu mettais et cette activité. Alors, je l'ai noté. Donc, 2 juin, c'est la Fabrique du changement à Namur. Tu vas animer un atelier qui s'appelle « À chaque relation, sa biologie », les comprendre pour les renforcer. J'aurais adoré y participer, parce que la biologie, c'est vraiment mon dada et j'aime bien avoir un maximum d'influence dans ma réflexion. Donc, la Fabrique du changement, c'est un concept innovant et original pour les dirigeants, les DRH et les chargés de mission, pour tout ce qui est management et la transformation d'organisation. On a bien compris que c'était une partie de ce que tu aimais faire, la transformer et le changement. C'est vrai que ça demande de l'énergie. Donc là, on rejoint nos deux spécialités, puisque moi, c'est l'énergie physique pour justement permettre, j'aime bien définir mon métier comme initiateur de mouvement. Donc, c'est de donner de l'énergie aux gens pour qu'ils se mettent en mouvement émotionnellement, mentalement, ce qui n'est pas mon job. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas analyste ou quoi, mais j'aime remettre les gens en bonne santé pour qu'ils aient le courage et l'énergie d'aller de l'avant. Et donc, je mettrai toutes ces références-là. Le côté sérieux avec ton profil LinkedIn pour ceux qui ont envie d'un peu voir au niveau professionnel. Et le côté sarcastique, comment tu avais dit Sarcastique, critique, éducatif, voilà. éducatif. Et ceux Voilà. qui ne connaissent pas la définition de ce mot-là, il suffit d'aller voir 2-3 de tes publications sur Facebook et ils auront vite compris la pertinence de ce que tu écris et puis le côté un peu sarcastique et critique de la situation. Voilà, donc en tout cas, un tout grand merci de m'avoir réservé cette petite heure pour partager avec nous ton expérience, ta carrière. Et on est au plaisir de pouvoir lire tes prochaines publications et peut-être même un livre sur certaines de tes réflexions. On verra, l'avenir nous le dira. On verra. Plein de gens m'ont suggéré plein de livres. Alors, il y a des choses, j'avais commencé. Il y a des morceaux qui sont commencés de ci, de là. Voilà. J'ai été dans la même démarche et c'est vrai qu'un livre, je ne vais pas dire que c'est comme un accouchement parce que je n'ai aucune expérience dans le domaine, même si j'ai accompagné mon épouse. Mais c'est vrai qu'un livre, ça demande beaucoup d'énergie, c'est un gros travail en amont. Donc voilà, je serais en tout cas très, très heureux de voir si un jour tu publies quelque chose. Et d'ici là, je te souhaite bonne continuation en tout cas. Et encore un tout grand merci pour ta disponibilité. C'était un plaisir. Merci de m'avoir proposé. Et puis, voilà, au plaisir de se rencontrer peut-être et puis de voir d'autres vidéos, d'autres personnes qui partagent. J'irai regarder les 35 précédents. Voilà, les 35 précédents. Et donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est notre épisode en anglais. Donc, vous pourrez profiter de mon petit accent francophone en anglais avec un intervenant, un invité que je connais depuis pas mal d'années, mais que je serai très heureux de pouvoir interviewer sur le sujet. Et d'ici donc cette prochaine interview, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.